The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Everyone, bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation Réunion des capitaines année 2016, Flag Plus Football. On va commencer avec une brève introduction. Alors, comme vous savez, on entre dans notre saison hivernale 2016. C'est actuellement notre 12e année en opération, puis notre 22e saison. Ici, c'est 10 années sur l'écran, mais 22e saison de Flag Plus Football. Donc, cette année, on reçoit 168 équipes séparées en 8 divisions. Donc, pour ce soir, les deux présenteurs seront moi-même, Rob Campana, et un arbitre vétéran de FPF et un vrai bilingue, Jason Leclerc, qui va m'aider avec la présentation et particulièrement la section des changements de règlement. Donc, premièrement, je vais débuter avec les différentes locations et soirées que nous jouons cette saison. Donc, comme vous pouvez voir, le samedi et dimanche soir sont nos nuits les plus occupées. On a 36 et 30 matchs respectivement des deux. Et finalement, le lundi et mercredi au Stade Hébert, on a 9 parties chaque soirée. Donc, comme vous pouvez imaginer, pour les équipes qui ont demandé d'avoir la plupart de leurs matchs durant la semaine, c'était un peu plus difficile à vous accommoder à cause de la simplement du nombre de matchs durant la semaine vis-à-vis la fin de semaine. Donc, prochainement, on regarde certaines dates importantes durant cette saison qui débute cette fin de semaine. Donc, dans la deuxième semaine, comme toujours, on va prendre les photos d'équipe et individuelles. Donc, si vous êtes une équipe pleine de nouveaux membres sur le site FPF 100 photos, nous serons contents à prendre votre photo individuelle et les mettre sur le site web, même si vous êtes un joueur qui a déjà une photo, puis la photo était prise 4 ou 5 ans passés, puis vous voulez une nouvelle, c'est pas de problème, vous pouvez nous demander, puis on serait content à la reprendre. Et pour la photo d'équipe, je sais que ça arrive chaque saison qu'il y a quelques équipes qui n'ont pas encore reçu leur chandail, donc malheureusement, ils doivent prendre la photo avec des gilets blancs ou quoi que ce soit. Malheureusement, on vous demande de quand même prendre la photo, même si ce n'est pas nécessairement la photo que vous voulez de vous-même, parce que c'est la seule semaine qu'on a nos photographes, mais plus tard dans la saison, on peut la reprendre et remplacer la vieille photo sur le site web, mais on vous demande de au moins coopérer avec nous pour cette deuxième semaine. Aussi, on demande toujours à essayer de vous présenter au terrain un peu plus tôt cette semaine pour nous donner une chance à vraiment prendre les photos avant pour débuter votre match. La troisième semaine de la saison, la balance des frais d'inscription est due. Donc, comme vous étiez pour le dépôt que vous avez tellement bien coopéré et payé à temps, on vous demande la même chose pour la semaine numéro 3. Vous avez les 3 options, comme toujours, à payer par argent comptant, chèque ou par virement Interact. Donc, le choix est le vôtre. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter par courriel. Prochainement, la 5e ou 6e semaine de football, ça fonctionne à être la dernière semaine où vous pouvez ajouter un nouveau membre à votre équipe et qui soit éligible pour les séries éliminatoires. On mentionne ça parce que, comme vous savez, durant la saison d'hiver, un joueur doit jouer 6 matchs pour être considéré éligible. Donc, si on fait les mathématiques, on sait que la 5e semaine de la saison serait la dernière chance à donner l'opportunité à jouer 6 matchs. Pour ces équipes qui n'ont pas de match la 5e semaine, à cause du pause du Super Bowl, que je vais discuter dans une seconde, pour eux autres, ça serait la 6e semaine de football, leur 5e match que cette même circonstance se déroule. Alors, prochainement, la pause de Super Bowl, cette année, comme toujours, le dimanche du Super Bowl, on n'a pas de match pour des raisons qu'on sache, mais le 6 février, alors la journée avant aussi, on ne jouerait pas de match, seulement le mercredi et le lundi cette semaine-là. Pour les équipes qui ne jouent pas cette fin de semaine, leur match va être joué à la fin de la saison régulière durant la 11e semaine. La dernière fin de saison, la fin de la saison régulière serait le dimanche le 20 mars, avec les éliminatoires commençant quelques jours après.
Et les finales, tentativement, sont cédulées pour le 10 avril. C'est un samedi. C'est encore possible que les finales vont être poussées d'une semaine jusqu'au 17 avril, mais c'est à confirmer encore. Donc, on vous laisserait savoir dès qu'on a une réponse finale de nos complexes. Alors, les systèmes de cotes est une nouvelle chose à FPF qu'on a commencé 2 années passées, puis c'est quand même un sujet quand même populaire. Alors ici, on vous montre une table où vous pouvez voir la cote maximale pour chaque division séparée, et particulièrement pour la division 4 et 5, où on a divisé les deux divisions, comme vous le saviez, dans un tiers A et un tiers B. Alors, la nouvelle cote maximale est visible ici. Par contre, la cote maximale de corps arrière n'a pas changé, et la raison est ça ne serait pas juste pour une équipe de, mettons, 4B qui a un QB avec une cote plus haute de 77, excuse-moi, de plus haut que, mettons, 76, qui ne pourrait plus être capable de lancer dans sa nouvelle division. Donc, pour les corps arrière, tout ce qui a à faire avec les corps arrière, on n'a pas changé les cotes maximales, seulement pour l'équipe en total. Quelque chose que on a aperçu un peu de confusion avec les nouvelles équipes ou même les équipes existantes qui inscrivent des nouveaux joueurs, c'est que quand on ajoute un nouveau nom dans le système FPF, on a la chance de lui ajouter manuellement et lui donner une cote nous-mêmes. Et beaucoup d'équipes ont accidentellement donné une cote de 55, même à des joueurs qui débutent en division 3 ou 4 ou même plus haut. Alors, comment ça fonctionne? C'est dépendant de votre première saison à FPF, la division que vous commencez dedans, on vous accorde une cote de base qui est accordée à cette division particulière. Donc, vous pouvez l'avoir ici qu'on commence avec 80 pour la division 1, puis on descend jusqu'à 55 pour la division 6. On a vu l'an dernier qu'il y avait des exemples, ou un exemple particulier où il y avait un nouveau joueur dans la ligue qui a reçu une cote de 55 parce qu'il commençait sur une équipe de division 6, mais il a aussi finalement joué en division 1. Alors, ce même joueur avait une cote de 55 même s'il commençait en division 1. Il y avait certaines équipes, certains capitaines qui nous ont contactés pour voir si on pouvait lui donner une cote qui était comme la moyenne entre les deux. Finalement, on a décidé que pour cette première saison, on va laisser la cote de base, comment qu'on peut dire ça? Celle la plus basse. Celle la plus basse, associée à la division la plus basse. Comme vous pouvez imaginer, c'est un peu difficile à donner une cote à quelqu'un qu'on n'a jamais vu jouer. Donc, on va lui donner comme on dit en anglais, the benefit of the doubt pour la première saison. Puis après ça, on va définitivement augmenter, mais au moins revisiter leur cote pour voir avant leur deuxième saison. Alors, le système de cote, en un peu plus de détails, il y a quelque chose qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à la règle préposée d'ignorer la cote défensive de certains joueurs. Donc, comme exemple, un joueur qui joue comme corps arrière en division 5 ou au moins explorait l'option de jouer comme corps arrière en division 5 qui a une deuxième cote. Donc, peut-être sa cote offensive était 90, mais il reçoit une cote de QB de 65 pour lui permettre de lancer plus bas. Mais le problème restait que sa cote défensive mettait l'équipe dans une position où il surpassait la cote maximale de leur division, mettons division 5 dans cet exemple. Alors, certains capitaines m'ont demandé si c'était possible d'ignorer la cote défensive d'un joueur s'ils nous donnaient leur parole que ce joueur ne jouait pas en défense durant toute la saison. Malheureusement, pour la raison que c'est très difficile pour nous à FPF de vraiment superviser chaque match individuellement et aussi de vraiment, dans une situation où l'équipe est vraiment mal prise, où vous êtes 6 joueurs ou quoi que ce soit, que nous ne serons pas là pour vraiment dire le joueur ne peut pas jouer en défense ou quoi que ce soit. Donc, juste pour éviter cette situation complètement, on a décidé de ne pas inclure cet règlement. Donc, je voulais juste la mentionner parce que c'était quelque chose quand même populaire que quelques capitaines m'ont contacté sur ce sujet.
La table Roster Verification peut être accessée sur notre site web par cliquer sur la liste information sur le menu et par visiter le lien pour Roster Verification, ça vous donne l'option à entrer ou soumettre votre roster au complet ou votre roster pour un match en particulier et voir si vous surpassez la cote maximale. Donc, c'est vraiment un bel outil à votre disposition. Alors, si vous pouvez l'utiliser, je vous suggère que vous le faites le autant possible quand vous ajoutez un nouveau joueur à votre roster. Alors, cette petite table ci-dessus discute quelque chose qui est quand même important. C'est des questions importantes à demander avant un ajout d'un joueur. Alors, on a vu quelques fois dans les dernières coupes de saison, depuis qu'on a institué le système de cotes, que certaines équipes ont surpassé la cote maximale, ont été forcées à forfaitre un match ou quoi que ce soit. Alors, ces trois questions seraient les questions qui vous donnent l'opportunité à éviter ça complètement. Donc, la première est, quelle est ta cote offensive et défensive? Donc, si un joueur est intéressé à joindre votre équipe ou vous êtes intéressé à lui ajouter, c'est important que vous saviez que sa cote entre dans votre total. Donc, ça, c'est la première chose très importante. La deuxième, c'est avec combien d'équipes joues-tu? Alors, il y a certains joueurs dans notre ligue que des fois, ils ne sont pas nécessairement réguliers ou ils ne savent pas vraiment les règles. Donc, ils ont joué peut-être déjà sur 3 équipes, puis là, ils joignent la vôtre pour faire une quatrième, puis ça lui qualifie comme joueur éligible parce qu'il surpasse le nombre d'équipes maximum. Alors, c'est très important parce qu'en fin de compte, c'est votre responsabilité. Même si le joueur était la personne qui a fait l'erreur, comme capitaine, la faute est la vôtre, malheureusement, puis le forfait est donné à votre équipe et non à une autre équipe qui a déjà joué avec. Donc, c'est très important et vraiment votre responsabilité. Et finalement, joues-tu dans notre division? Alors, je mentionne ça importantement parce que cette année, avec la division 4 et 5, où est-ce qu'on a divisé ça dans 2 tiers A et B, on les traite juste pour ça comme une division. Donc, si quelqu'un joue en 4B et vous avez une équipe en 4A, vous ne pouvez pas utiliser ce joueur dans votre division parce qu'il joue déjà en division 4. Donc, c'est très important que vous connaissiez ça et que vous le comprenez pour qu'on évite complètement les forfaits durant toute la saison. Donc, c'est bien ça. Et la dernière petite chose que j'aimerais mentionner ici, c'est la cote maximale fonctionne par match et non par ton roster au total. C'est important parce que certaines équipes ont, mettons, 12 ou 13 ou 14 joueurs sur le roster et si on ajoute les cotes de tous ces joueurs, ça leur met par-dessus la cote maximale. Mais ça, c'est pas comment ça fonctionne. C'est vraiment par match. Donc, autant que vous ne surpassez pas la cote maximale dans aucun match de la saison, vous êtes correct. Donc, c'est très important à connaître la différence entre les deux. Alors là, on regarde aux séries éliminatoires. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la présentation, les séries commenceront le 23 de mars et se dérouleront jusqu'au 10 avril tentativement avec les finales. Comme vous voyez ici, les qualifiants pour chaque division. Quand on regarde le pourcentage des équipes qui qualifient pour les playoffs, c'est sûr que division 1 et 2, on est toujours un peu plus généreux car c'est les équipes qui jouent dans les divisions les plus compétitives. On veut toujours donner priorité quand ça vient aux équipes plus hautes pour leur donner une chance à compétitionner pour un championnat car ils compètent contre les équipes les plus difficiles. Et pour la division 6, c'est aussi habituellement plus haut parce que c'est une division quand même débutante pour les équipes nouvelles. Donc, on veut donner une opportunité à toutes les équipes d'au moins compétitionner pour un spot dans les éliminatoires le plus tard possible dans la saison. Pour le reste, par d'habitude, on reste dans environ 60% des équipes qui qualifient pour les playoffs, un peu plus, un peu moins, dépendant du nombre d'équipes pour cette saison. Quand ça vient à discipline, qu'est-ce que je vais faire, c'est passer le microphone à Jason Leclerc, qui est un de nos arbitres. Il va se présenter, il va discuter un peu pour la discipline, il va me repasser le microphone, puis il va finaliser la présentation avec les changements de règlement. Donc, je passe le microphone à Jason.
Alors bonjour, Jason Leclerc, je suis officiel FPF depuis 11 saisons. En fait, j'ai déjà été membre du comité de discipline, je ne le suis plus, mais bon, je peux en discuter un petit peu à la demande de Rob. Donc, comme vous le savez, à FPF, on a une ligue qui se veut sans contact et avec un certain décorum. C'est-à-dire qu'on était un petit peu sévère quand il s'agit de gestes antisportifs et de rudesse sur le terrain. Dans les deux cas, nous considérons que ce sont des pénalités majeures. Ces pénalités résultent divergent de pénalités, un premier essai automatique s'ils sont infligés contre la défensive, et non seulement ça, une expulsion pendant 5 jeux de temps pour n'importe quel joueur qui en reçoit seulement qu'une de ces pénalités. Au-delà de ça, je mentionnerais, même si ce n'est pas marqué à l'écran, que si on accumule 2 pénalités majeures dans le même match, c'est une disqualification pour le reste du match pour le joueur concerné. Et le point à la fin de la diapo, c'est que les pénalités majeures sont cumulées tout au long de la saison. Et lorsqu'un joueur en reçoit un total de 4 d'une même sorte, c'est-à-dire 4 antisportifs ou 4 rudesses, il y a une suspension automatique d'une semaine. Et si on en accumule, par exemple, 3 de chaque pour un total de 6, même chose, c'est une suspension d'une semaine. Au-delà de ça, il y a un comité de discipline qui est composé de 3 membres. C'est indépendant de l'administration de la Ligue. Il y a un arbitre qui siège sur le comité, ainsi qu'un joueur actif et un ancien joueur. Ils sont responsables de traiter toutes les situations disciplinaires qui peuvent résulter de rapports faits par soit des marqueurs de points ou des officiels à l'administration de la Ligue suite à des événements qui peuvent se passer. La Ligue est très fière d'avoir un très minime nombre d'incidents majeurs qui se passent dans ces matchs. Pour ça, on essaie de maintenir un standard quand même assez élevé de comportement et on préfère que le comité de discipline soit plus sévère qu'autrement lorsqu'il y a des incidents. Chaque sport a sa culture, chaque ligue a son niveau de tolérance. On peut s'imaginer jouer au hockey de façon récréative avec un coup de poing ne résulte pas en discipline énorme ou au soccer, que tout le monde embarque sur le terrain, que ça se bouscule, etc. Mais sachez qu'à FPF, ces gestes ne sont aucunement tolérés. On souhaite continuer à offrir un environnement sain à nos membres où est-ce qu'on peut évoluer dans un sport compétitif, mais sans contact et sans peur de bagarre ou de réception de coups de poing pour pouvoir travailler le lendemain matin, par exemple. Je retournerai la parole à Rob à ce stade-ci pour parler des médias. Je reviendrai un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Jason. Alors, on continue avec du contenu un peu moins sérieux quand ça vient aux médias de FPF. Donc, pour ceux qui ont déjà joué dans la ligue, vous saviez que c'est quand même quelque chose qu'on prend au sérieux. On essaie de donner du contenu très, très intéressant et très informatif. Donc, comme vous voyez ici, on va avoir beaucoup de différents chroniqueurs cette année, 2 en particulier qui vont écrire en français, Yannick Dostin en division 4 et Nicolas Belot en division 5. Il y aura aussi différents chroniqueurs pour chaque division et 2 chroniqueurs plus aux formes générales avec Paulo de la Rocca et Jim Calathras, 2 membres de la média, 2 vétérans de la média, on peut dire. Quand ça vient au contenu vidéo, nous sommes très fiers de présenter encore une fois nos podcasts.
les jeudis soirs qui se déroulent en temps réel, en direct, que vous pouvez regarder en direct, ou sinon sur notre post YouTube, vous pouvez toujours regarder tout le contenu qu'on filme le prochain jour quand ça fonctionne pour toi. Alors, voici la liste des analystes pour cette saison. Aussi, on vous offre le FPF Game of the Week. Ceci est notre vidéo chaque semaine qu'on choisit un match de FPF qu'on filme et qu'on présente pour vous. Cette année, David DeAndrade, un vétéran de la Ligue qui joue pour Team Ethnic, va être le éditeur et le filmeur en chef. Donc, on est excité à voir son contenu. Donc, ça, c'est quelques-unes des choses que nous offrons à notre équipe, à nos équipes et joueurs cette saison. Aussi, FPF sur les médias sociaux, on est quand même assez impliqué dans les médias sociaux. Sur Facebook, on a une page et un groupe. La page plus informative et le groupe un peu plus style forum avec les joueurs. On est ici sur Instagram, Twitter, tous les deux. Vous pouvez notre lien est le hashtag FPF. Et finalement, comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la présentation, on est aussi sur YouTube avec ce lien ici. Alors, quelques sujets importants à mentionner avant que je repasse le microphone à Jason. Premièrement, les uniformes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, à FPF, quand on a une situation où deux équipes portent la même couleur de chandail, nous avons des dossards que l'équipe visiteur peut porter durant le match. Par contre, c'est important de savoir que ces dossards sont vraiment seulement pour l'utilisation des équipes avec les mêmes couleurs de chandail et non les équipes qui ont par contre oublié leur chandail ou n'ont plus de chandail pour le reste de la saison parce que sont déchirés ou quoi que ce soit. C'est très important de savoir que les dossards sont réservés pour les conflits seulement. Aussi, je mentionne ici, la semaine numéro 1, il y a certains messages qu'on a déjà reçus concernant les chandails d'équipe, comme j'ai mentionné plus tôt dans la présentation quand on discutait les photos d'équipe. C'est possible que certaines équipes n'ont pas encore reçu leur chandail pour le premier match. On vous demande, s'il vous plaît, si ça c'est le cas, de tout porter des chandails, des t-shirts, des gilets blancs et avec un crayon, vous pouvez essayer de faire votre mieux à marquer un numéro clair sur le dos. Je suis sûr que tout le monde dans la Ligue a un ou deux t-shirts blancs qu'ils n'utilisent pas trop souvent. Pour nous, c'est beaucoup plus facile au lieu de prêter les dossards chaque heure à une nouvelle équipe s'il y a une tonne d'équipes qui n'ont pas encore le chandail prêt. Donc, c'est bien ça. Aussi, les chandails d'équipe correspondants, durant la saison, on est quand même strict avec ça. Si l'équipe porte les chandails rouges, puis on ajoute un joueur plus tard dans la saison, c'est très important qu'il porte la même couleur chandail que le reste de l'équipe. Donc, orange et rouge ne sont pas les mêmes couleurs. On est assez strict pour ça. Et même chose avec les numéros de chandail. Si quelqu'un change de numéro durant la saison, on vous demande de nous écrire un courriel pour qu'on puisse le changer manuellement. Puis on vous demande d'essayer d'éviter de changer de numéro de temps en temps durant la saison. Ça complique les choses un peu pour nous. Donc, c'est quelque chose qu'on vous demande, s'il vous plaît. Alors, prochainement, ajoute de joueurs sur le roster. Donc, il y a quelques équipes qui nous ont contactés pour savoir, maintenant que les rosters sont déjà entrés dans le site web, si on veut ajouter un joueur, comment on fait ça? Donc, il y a deux façons. Un, on peut envoyer un courriel à la Ligue pour donner le nom du joueur, son numéro de chandail avant qu'il joue son premier match, puis on peut l'ajouter nous-mêmes. En fait, on vous demande de faire ça le plus tôt possible. C'est toujours plus facile pour nous et plus efficace. Donc, si c'est possible, c'est mieux. Mais sinon, vous pouvez toujours inclure le nom du nouveau joueur sur votre feuille de match que vous soumettez au marqueur avant le match et aussi de ne pas vous oublier d'inclure son contrat de joueur signé si c'est un nouveau joueur pour la saison. S'il joue déjà sur une autre équipe, ce n'est pas nécessaire de lui faire remplir ce contrat. Et s'il vous plaît, quand vous soumettez
les cartes de roster à notre marqueur, particulièrement quand c'est un nouveau nom de joueur. Essayez votre mieux d'écrire les noms le plus lisible possible. Ça fait notre vie beaucoup plus facile. Continuant, on regarde la situation où on peut libérer un joueur. Donc, c'est seulement faisable à la fin d'une semaine. Alors, je vous donne un exemple. Si, mettons, quelqu'un joue sur une équipe de division 5 sur le samedi soir et finalement, il décide qu'il ne va plus jouer avec eux, puis il veut jouer sur une autre équipe de division 5 ou sur une autre équipe complètement, mais ça lui donne une quatrième équipe, donc ce serait illégal. Il ne serait pas capable d'avoir une libération et jouer la même semaine. On doit attendre pour la fin de la semaine pour que cette libération est considérée comme officielle par la Ligue. La dernière chance à libérer un joueur est la semaine numéro 7, comme toujours. Et n'oubliez pas l'objectif de cette option de libérer un joueur. C'est vraiment pour donner la chance à un joueur qui a commencé une saison avec une équipe, puis ça ne fonctionnait pas pour une façon ou l'autre, pour le capitaine, pour le joueur, quoi que ce soit. Au moins, on donne une chance à l'équipe et le joueur de se séparer et que le joueur peut aller jouer quelque part d'autre. Mais ça, c'est le but et non de changer d'équipe de temps en temps et jouer avec une différente équipe chaque semaine. Alors, c'est important à savoir aussi qu'il y a un maximum d'une libération par joueur par saison. Ici, on a une note qui discute les joueurs blessés. Alors, ils doivent être présents au match pour recevoir un match joué sur le site web, mais n'affecteront pas la cote maximale de l'équipe, comme ils le faisaient l'an dernier. Alors, on a changé ça. Les notes du médecin, en tout cas, ne seront pas seulement acceptées. Non, excuse-moi. Les notes du médecin ne seront seulement acceptées si nous jugeons qu'un joueur n'a pas pu être présent au terrain pour raison maladie ou blessure grave. Alors, si, mettons, quelqu'un, ça fait mal au doigt ou quoi que ce soit, on demande encore au joueur à être présent. On est quand même strict sur ça pour la raison qu'on ne veut pas les équipes qui ajoutent des joueurs genre des ringers, comme on dit en anglais, plus tard dans la saison, qui ont seulement joué 2 ou 3 matchs, puis ils étaient capables de recevoir une note de docteur. Donc, on essaie d'être assez sévère pour ça, pour que tout le monde mérite leur place dans les éliminatoires. Quelques autres. Alors, les matchs forfaits. Il y a quelques différentes façons de forfaiter un match. Excuse-moi. Le premier est un manque de joueurs. Donc, comme vous le saviez, il y a un minimum de 5 joueurs pour commencer un match. On a changé quelque chose concernant ça. Jason va en discuter dans quelques moments. Mais si vous ne le savez pas, comment ça fonctionne, c'est si vous vous présentez au terrain puis vous avez 4 joueurs au moins, puis le temps du match arrive, on donne 6 points à l'équipe présente chaque 5 minutes jusqu'à autant que ça devient 30-0 à mi-temps, en ce temps que l'équipe présente gagne le match 30-0 par forfait. Donc, au moins, on vous donne assez de temps pour donner une chance à vos joueurs de se présenter, mais c'est sûr qu'on doit donner un avantage à l'équipe qui est présente. Ça ne serait pas juste de commencer le match 0-0 à mi-temps. Donc, c'est ça le pensant de ce règlement. La deuxième façon de forfaiter un match, c'est de violer les règles. Donc, un exemple, c'est de surpasser la cote maximale, d'avoir un joueur illégal joué. Et une chose très importante à garder en tête, c'est les joueurs qui ont 2 cotes. Donc, si un joueur, un exemple qu'on a discuté dans la dernière présentation en anglais, c'est si un joueur a une cote offensive de 90 et une cote de carrière de 70, puis il peut lancer le ballon en, mettons, division 5, s'il reçoit une passe captée, sa cote la plus haute est immédiatement mis en calcul. Donc, ou de l'autre façon, si la cote de QB est plus haute. Donc, si un joueur capte une passe et lance une passe dans le même match, sa cote offensive la plus haute va être utilisée. Donc, très importante, si vous avez un joueur sur votre équipe avec 2 cotes, faites attention. Soyez diligents, nous n'aimons vraiment pas donner les résultats de forfait. C'est quelque chose qu'on essaie d'éviter le plus possible, mais les règles sont les règles et si vous les cassez, malheureusement, on doit instituer les règles qu'on a en place.
couple de derniers rappels, des avis au capitaine. Vérifiez vos coéquipiers vous-même pour les bijoux et les poches avant le match. Essayez d'éviter les pénalités qui viennent avec ça. Apportez un extra paire de shorts ou chandail d'équipe dans votre sac. Il y a toujours une ou deux instances au long de la saison où quelqu'un oublie leur short ou n'a pas leur match de chandail. C'est toujours plus facile quand on ne doit pas aller chercher pour ça quelque part d'autre. Gardez les feuilles de roster et des crayons dans votre sac, c'est toujours une bonne idée. Et importantement, contrôlez les joueurs qui l'ont besoin. Sur chaque équipe, on voit des fois, il y a quelques joueurs qui sont un peu moins contrôlables, on peut dire. Donc, comme capitaine, c'est vraiment votre responsabilité de garder un œil sur vos joueurs et essayer votre mieux de les garder en ligne. Concernant les frais d'inscription, comme vous le saviez, c'est 1975 pour la saison. Et juste un rappel que le montant total doit être payé la troisième semaine de la saison. Et comme j'ai mentionné plus tôt dans la présentation, vous avez l'option de payer par chèque, argent comptant ou par virement Interac. Et on suggère toujours au capitaine de collectionner les frais de vos joueurs le plus tôt possible. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu dans le passé avec quelques équipes. Des fois, ça met le capitaine dans une position où un joueur n'est pas content avec son rôle sur l'équipe ou quoi que ce soit, puis il décide de ne pas payer leur capitaine. Malheureusement, c'est vous qui êtes responsable pour l'argent pour l'équipe. Donc, on suggère toujours que vous essayez de collectionner l'argent le plus tôt possible, juste comme mesure de sécurité pour vous. Et dernièrement, l'avant-match, apportez votre roster au marqueur le plus tôt possible. C'est toujours apprécié par le marqueur. Donc, au lieu de le juste apporter 2 minutes avant votre match quand vous prenez le terrain, si c'est prêt, vous êtes au terrain 30 minutes avant le match, apportez-le au marqueur. Je peux vous dire que c'est toujours apprécié quand on donne le marqueur le temps qu'il a besoin pour vraiment remplir la formule de match à sa vitesse qu'il veut, puis c'est très apprécié. Et finalement, comportement d'équipe sur le terrain, soyez pas 7 équipes, on dit, il y a toujours une ou deux équipes à FPF qui donnent un peu de difficulté aux équipes qui jouent contre ou les arbitres, ou même nous, l'administration. On est ici pour, c'est sûr que la Ligue est très compétitive et on prend ça au sérieux, mais en même temps, on veut que vous saviez que vous êtes ici pour avoir le fun. Amusez-vous et vraiment gardez ça en tête tout au long de la saison et je vous souhaite la bonne chance. Alors finalement, je vais passer le microphone à Jason pour discuter un peu les changements de règlement importants qu'on a institués cette année. Donc Jason, voici le microphone et merci beaucoup pour votre attention. Alors bonjour encore tout le monde. Comme certains d'entre vous savons déjà, nous avons un comité de règlement qui est composé de 6 membres que Rob nomme. Il y a 3 joueurs de façon rotative à toutes les années. Il sélectionne des joueurs pour représenter vous, les équipes. Et il y a 3 officiels dont j'en fais partie. À part moi, il y a aussi Tom Cesari, que vous connaissez sans doute. Il est officiel à la Ligue canadienne de football. Et aussi Walter Berry, qui est un ancien officiel de la Ligue canadienne et qui est également l'interprète pour le livre de règlement au football amateur contact au Canada. Donc, ensemble, nous 6, avec Rob, nous faisons le comité. Et lorsqu'il y a des suggestions pour des changements de règlement, ben, ça passe par le comité pour qu'on s'en occupe. Donc, je vais essayer d'employer un langage pour vulgariser les choses que vous pouvez voir à l'écran. À l'écran, vous allez voir certains termes qui sont plus techniques d'arbitre. Dans le livre de règlement, c'est écrit dans un langage assez standardisé, où est-ce qu'on emploie des termes comme équipe A et équipe B, par exemple. L'équipe A, c'est l'équipe qui est à l'attaque, l'offensive. Et l'équipe B, c'est l'équipe qui est à la défensive. On va parler parfois de PDR, c'est le point de dernière remise, le fameux line of scrimmage. C'est des termes techniques d'arbitre, mais qui nous donnent un langage standard quand on parle de règlement et de situation de jeu au football. C'est même
terme qu'on emploie quand on parle de règlement au football contact également. Donc, j'essaie de vous rendre ça le plus simple possible dans mes explications. Puis, à la fin, il y aura une session de questions. Puis, vous pouvez toujours soumettre des questions par après, là, puis on pourra vous revenir. Donc, premier changement et probablement le seul changement qui est majeur, c'est comment est-ce qu'on va traiter les bottées de dégagement. Pour les équipes expérimentées, vous savez, on ne botte pas pour vrai à FPF. On fait un dégagement fictif en déclarant qu'on veut le dégager. Jusqu'à présent, si on décidait de botter, on allait placer le ballon de l'autre côté du terrain à la ligne de 10 de l'équipe adverse et ça finissait là. Ce qui faisait qu'une fois traverser le centre du terrain, c'était plus ou moins intéressant de faire un botté de dégagement. On y allait souvent pour la tentative au 4e, puis on ne bottait pas. Donc, ce qu'on a instauré comme changement cette année, c'est si on a dépassé le centre du terrain et qu'on déclare l'intention de faire un dégagement fictif, le ballon est placé à la ligne de 1 de l'équipe adverse. L'ancienne approche demeure toujours en vigueur si on est de notre côté du centre de terrain quand on déclare l'intention de botter. Donc, si on dépasse le centre, ça s'en va au 1, autrement, ça s'en va au 10 seulement. Ou la séquence a commencé, ça n'a pas d'incidence, c'est vraiment où ce qu'on est au moment où on déclare l'intention de botter. Les officiels, tout comme dans bien d'autres situations, seront assez proactifs pour vous communiquer de quelle est la situation de jeu, notamment dans ce cas-ci, de quel côté du centre de terrain on se retrouve, pour que vous sachiez où serait placé le ballon dans le cas d'un dégagement. Autre affaire par rapport au bottées de dégagement, celle-là c'était toujours implicite, mais c'était jamais écrit. Donc on a mis en place une modification qui dit clairement que l'intention de faire le botté de dégagement doit être déclarée avant que le jeu soit sifflé. Donc, comme vous savez sans doute, à chaque fois qu'on est prêt pour jouer le ballon, on va siffler le décompte du 20 secondes. Et si on veut faire un botté de dégagement, on va le dire à l'arbitre avant le sifflet. Autrement, il n'y aura pas le droit de faire le dégagement, à moins de prendre un temps mort ou une pénalité pour le délai de la partie. Collision en vol, ça c'est une notion de football contact qu'on a décidé d'amener à FPF. Pour ceux qui ont déjà joué ou écouté du football contact, vous savez que si on a possession du ballon et qu'il y a eu contact et qu'on tombe ensuite au sol, le jeu est terminé. Donc, on dit en anglais down by contact. C'est un peu le même principe ce qu'on a mis en place avec ce règlement-là, sauf que ça n'existait pas à FPF. FPF, pour être mort, dans le fond, on doit retirer les drapeaux du porteur de ballon, ou ben non, s'il est au sol, on doit le toucher. Mais s'il y a une collision en vol et que les joueurs tombent au sol et que le défenseur n'a pas touché après que l'attaquant tombe au sol avec le ballon, mais il n'était pas mort jusqu'à présent, à moins qu'on amène cette modification. C'est ce qu'on a fait maintenant. Donc, s'il y a une collision en vol et la passe est captée et qu'on tombe au sol, à ce moment-là, le jeu sera sifflé mort aussitôt que les joueurs touchent le sol. Les convertis, nous avons amené il y a une couple d'années la notion que l'équipe à l'attaque, pour conserver du temps, peut décliner l'opportunité de faire une tentative de converti de 1 ou 2 points. Et bon, c'était apprécié par certaines équipes. Puis les équipes à la défensive réclamaient un peu le même droit. Et on n'avait pas de traitement pour ça jusqu'à présent. À partir de maintenant, si l'équipe à la défensive souhaite concéder le converti, encore une fois pour sauver du temps, peut bien le faire. La seule affaire, c'est que ce sera automatiquement un converti de 2 points qui est attribué à l'équipe concernée. OK, là on entre dans des choses un peu plus techniques d'arbitre, donc je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible. Lorsque on a un converti et l'équipe à la défensive
commet une pénalité et le converti est échoué, on va reprendre le converti. Puis, l'équipe à l'attaque aura le choix d'appliquer les verges sur le converti ou sur la prochaine séquence de l'autre équipe. S'ils choisissent de l'appliquer sur le converti, il peut être intéressant pour eux de changer leur décision pour combien de points il y allait. Donc, exemple, il y a un hors-jeu contre la défensive sur un converti d'1 point qui est échoué. L'équipe à l'attaque veut appliquer les verges sur la reprise du converti et veut y aller pour le 2. Donc, il peut bien le faire, puis on appliquera la pénalité de 5 verges. Ça, c'est un exemple bien simple. Mais qu'advient-il si on avait une obstruction sur la passe dans la zone de but contre l'équipe à la défensive? On avait une situation l'an passé où est-ce qu'on avait un converti pour 1 point, une obstruction sur la passe défensive dans la zone de but, l'équipe à l'offensive dit sur la reprise, je vais y aller pour 2, et on a placé le ballon à la ligne de 1, parce qu'on n'avait pas de traitement pour cette situation. Donc, ce qui était sur le converti initial une pénalité de 5 verges, dans le fond, de la ligne de 5 jusque dans la zone de but, ben, devenait une pénalité de 9 verges parce qu'on plaçait ça sur la ligne de 1, sur la reprise du converti, sur le converti pour 2. On a décidé que c'était injuste et de donner une pénalité maximale équivalent au nombre de verges applicables sur le converti initial. Donc, si le converti initial était de 1 point, le maximum qu'on pouvait appliquer sur la reprise du converti était de 5 verges parce qu'on avait commencé à la ligne de 5. La même logique pourrait s'appliquer en prolongation en série éliminatoire. Advenant le cas qu'on avait un converti, par exemple, pour 1 de la ligne de 5, une pénalité contre la défensive. On veut faire sur la reprise une tentative pour 3 points, mais on ne s'en va pas plus loin qu'à la ligne de 10 parce que le maximum était de 5 verges. C'est un peu compliqué. Si vous avez des questions, laissez-nous le savoir. Bon, on a une situation où est-ce que à FPF, on peut ramener l'interception sur un converti. Au football contact amateur canadien, cette situation-là n'existe pas. Si on intercepte, le jeu est terminé, puis il n'y a pas de possibilité de ramener le ballon. Au football professionnel, c'est d'autres choses. Et FPF aussi, c'est possible pour l'équipe qui était à la défensive dans cette situation-là, d'intercepter et de ramener le ballon pour des points. Pour ceux qui ne le savent pas, s'ils réussissent à le ramener dans la zone de but, le nombre de points accordés est équivalent au nombre de points qui étaient tentés sur le converti initial par l'équipe qui était à l'attaque. Cette situation amène donc des possibilités de pénalité. Qu'advient-il si le dernier des anciens attaquants, par exemple le corps arrière qui a lancé l'interception, finit par retenir le joueur défensif qui a maintenant possession du ballon, qui essaie de le ramener. Dans cette situation-là, depuis quelques temps déjà, à FPF, les points sont accordés lorsque le dernier des attaquants commet une pénalité sur le joueur défensif qui tente de ramener le ballon. Jusqu'à maintenant, on laissait le jeu continuer, par exemple, après cette infraction-là. Et après discussion et plusieurs exemples, on a constaté que rien de bon ou rien de plus pouvait se passer dans cette situation-là pour l'équipe non fautive. En fait, des fois, il y arrivait même des altercations inutiles, des situations de conflit qu'on a voulu éviter en appliquant la modification suivante. Tout simplement, si l'équipe commet une pénalité qui va accorder des points dans cette situation-là, on arrêtera le jeu immédiatement et on accordera les points. Un petit rappel, cela s'applique seulement aux pénalités commises par le dernier des attaquants sur les convertis. Si c'est une situation d'interception sur un jeu régulier, on ne sifflera pas ça mort et il n'y a pas de point automatique non plus d'accorder lorsqu'il y a une retenue par l'équipe anciennement à l'attaque. Maintenant, il y a aussi la situation que
un joueur autre que le dernier attaquant commet une pénalité sur l'équipe qui a intercepté le ballon sur une tentative de converti. Je sais que je suis pas loin, là, mais cette situation-là arrive, puis on doit les documenter. Pour votre information, si un autre joueur que le dernier attaquant commet une pénalité sur une situation de retour de tentative de converti, l'équipe qui est non fautive peut ensuite tenter un converti pour le nombre de points équivalent à celui qui venait de se faire tenter par l'équipe anciennement à l'attaque. Donc, je vous donne un exemple. L'équipe à l'attaque fait une tentative pour 1 point de la ligne de 5, lance une interception, l'autre équipe l'intercepte et l'un des receveurs retient le vêtement du joueur demi-défensif et empêche son avancement. Donc, l'arbitre lance son drapeau. Ce n'était pas le dernier des attaquants, ce n'était pas le quart arrière, on ne siffle pas le jeu, on n'accorde pas les points. On a une situation où est-ce que, dans l'éventualité, on va accorder une tentative à l'équipe anciennement à la défensive ici. Par contre, durant la continuité du jeu, ce même joueur-là commet lui aussi une pénalité, par exemple, pour avoir protégé ses drapeaux. Mais là, on a une situation donc de pénalité compensatoire et on n'avait pas de traitement jusqu'à présent pour cette situation-là. Donc, dans ce cas-ci, on va appliquer les verges nécessaires contre les deux équipes au point applicable. Donc, dans la situation que j'ai donnée, ce sera la ligne de 5 et on va, entre guillemets, balancer les pénalités ou compenser les pénalités à la ligne appropriée. Donc, c'est tout ça pour dire qu'on peut avoir des pénalités contre les deux équipes si c'est un autre joueur que le dernier attaquant qui commet la première faute. Pour être très spécifique, si c'est l'équipe qui a fait l'interception dans cette même situation-là qui commet la première faute, il ne sert à rien de parler de reprise de tentative. C'est eux qui ont perdu le droit de scorer, puis il n'y aura pas d'application de pénalité compensatoire si c'est l'équipe qui retourne l'interception qui a fait la première faute. Interférence par les personnes non autorisées. Croyez-le ou croyez-le pas, c'est arrivé une couple de fois l'année passée à FPF qu'un joueur qui était sur le banc entre sur le terrain puis retire le drapeau d'un joueur qui essaie d'amener ça pour un toucher. Et malheureusement, on n'avait pas de règlement qui traitait sur cette interférence. Donc, on s'est inspiré de ce qui est écrit dans le livre de Football Contact. Si on est convaincu qu'un toucher aurait été compté sans cette interférence, on va accorder des points immédiatement. Et si on a un doute, à ce moment-là, il y aura une pénalité de 15 verges et on aura un dernier jeu qui sera joué. Dans les deux situations, qu'importe si les points sont accordés ou pas, le joueur en question sera disqualifié. Les courses consécutives, à venir jusqu'à présent, on avait ambiguïté sur comment traiter 3 courses consécutives. Donc, on sait déjà, si on court sur 2 jeux subséquents, 2 jeux consécutifs, on a une pénalité pour course illégale. Et la pénalité, c'est perte d'essai. Donc, premier essai en cours, pas de trouble. Deuxième essai en cours, course illégale, perte d'essai, ça devient troisième. Il y avait ambiguïté sur comment traiter une course sur le troisième essai. Donc, on a clarifié la situation, puis c'est interdit de courir 3 fois de suite pour déroger sur l'esprit de ce règlement. Et évidemment, ainsi de suite. Si on essaie de courir encore sur le 4e essai, c'est une course illégale encore. Autre situation que les officiels devraient être assez proactifs pour vous en informer. Faute sur le dernier jeu du match, juste pour être très clair, c'est toujours applicable qu'on ait un autre essai, un autre jeu. On avait une situation où on avait une retenue après que les verges soient gagnées.
ou est-ce que donc on serait supposé de continuer les essais et donc terminer la demi selon la manière que c'était écrit jusqu'à présent. Ça faisait pas de sens. Comme toute logique de football le veut, il doit y avoir une autre jeu si on a une pénalité acceptée sur le dernier jeu de la demi. Modification sur les points d'application pour retenue. Donc, on peut appliquer au point de dernière remise avec reprise des essais. On peut l'appliquer au point ballon tenu et on peut aussi l'appliquer au point ballon mort. On avait jusqu'à maintenant une notion que si le gain était supérieur à la pénalité pour la retenue, qu'on ne lançait pas le drapeau, qu'on n'accordait pas les 5 verges, ça, en fait, on a décidé d'accorder la pénalité pareil et que ça peut même être appliqué à la fin de la course. Donc, je suis retenu au centre du terrain, je me rends 10 verges plus loin, je peux avoir encore le 5 verges de plus pour la retenue dans ce cas-là. Imitation du décompte de l'équipe à l'attaque, donc équipe défensive qui crie « hot, hot » à la ligne de mêlée, c'est un geste illégal. C'est procédure illégale contre la défensive et c'est une pénalité de 5 verges. Au comité de discipline, parfois, on reçoit des suggestions pour des nouveaux règlements. C'est toujours bienvenu. Donc, faites-en part à Rob, à notre arbitre en chef Léo, à moi-même. Pas de trouble. Sachez par exemple que si on a voté sur une suggestion, on ne reprendra pas la même suggestion l'année subséquente. On met un moratoire d'1 an sur des suggestions qui sont déjà refusées. Donc, c'est tout pour les nouveaux règlements. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de quelques clarifications qui ont été écrites dans le livre de règlement cette année. Ça va nous permettre de parler de certaines situations là, qui peuvent souvent survenir. Substitution, il n'y avait pas de règlement décrit sur le temps limite pour changer de joueur ou pour envoyer un 6e joueur sur le terrain si par mégarde on avait aligné seulement 5. On a écrit simplement dans le livre à partir de cette année qu'on peut substituer des joueurs jusqu'à la remise du ballon, en autant que les deux équipes en ont 6 ou moins au moment de la remise. Autre situation, c'est des pénalités derrière la ligne de mêlée. La protection du drapeau, ça a été depuis quelques années écrit que c'est une pénalité de 10 verges si ça arrive derrière la ligne de mêlée. Par exemple, un carrière qui se faufile 7-8 verges derrière la ligne, commet une protection. On trouvait ça injuste que ce soit seulement que 5 verges comme dans d'autres situations de protection. Donc, c'est 10. Et on avait une situation que si on retenait le carrière derrière la ligne, pour équilibrer la situation, on devait donner une punition comparable, donc un 10 verges pour retenue derrière la ligne de mêlée. Autrement, la retenue, c'est seulement 5. Pénalité derrière la ligne de but par l'équipe à l'attaque. On a plusieurs situations qui peuvent survenir, par exemple une protection des drapeaux par le carrière, se débarrasser du ballon dans la zone de but. Ce sont des pénalités normalement commises par le porteur de ballon. Donc ça, c'est des situations où c'est très clair qu'on a un toucher de sûreté qui doit être accordé. Il est arrivé par contre qu'on ait une obstruction, donc un blocage, commis par exemple par un receveur qui court devant le porteur de ballon et qui crée un contact avec un défenseur, ainsi permettant le porteur de quitter la zone de but. Et on a jusqu'à présent pas accordé de toucher de sûreté pour ça à FPF, qui était donc incohérent avec d'autres logiques de football, d'autres sortes de ligues qu'on peut jouer ou écouter. Alors on a décidé de standardiser ça et accorder le toucher de sûreté dans cette situation. Donc, c'est très simple. Si le ballon est dans la zone de but et la pénalité arrive dans la zone de but, on a un toucher de sûreté. Ensuite de ça,
Comme on a parlé tout à l'heure, lorsqu'on a une pénalité sur un converti, on peut décider d'amener cette pénalité sur la prochaine séquence ou de l'appliquer sur la reprise du converti. Par contre, si c'est sur le dernier jeu de la demi, il n'y a pas l'option d'amener une pénalité mineure en deuxième demi. Donc, exemple, équipe à défensive hors jeu, équipe à l'attaque contre leur converti. On ne peut pas appliquer le 5 verges sur la prochaine séquence puisqu'elle se passera en deuxième demi. Arracher le ballon. Donc, si le joueur saisit la possession du ballon fermement dans les mains, établit une position dans le terrain avec les deux pieds et qu'ensuite l'adversaire essaie d'arracher le ballon des mains, ça sera pénalisé comme un contact excessif au moins. Et si le geste est jugé assez sévère, ça sera une rudesse. Situation inverse, lorsque le corps arrière se fait rabattre le ballon des mains parce qu'il le place à proximité de ses drapeaux. À ce moment-là, ce n'est pas une situation d'arracher le ballon. En fait, c'est plutôt une protection des drapeaux par le corps arrière. Du tout, quel rapport le ballon avait près des drapeaux. Dans le fond, il s'en servait pour protéger les flags. Les coudes, on avait toujours un règlement d'équipe qui dit que c'était interdit d'exposer ses coudes en courant avec le ballon, mais on n'a jamais dit c'était quoi cette pénalité-là. Donc, c'est pas mal évident que si on crée un contact en se faisant, on a au moins un contact excessif et possiblement même rudesse. Mais s'il n'y a pas de contact qui se crée, comment est-ce qu'on traite ça? Ben, on a décidé de classifier ça dans la même catégorie que la protection des drapeaux, là, s'il n'y a pas de contact de fait, si on court en exposant les coudes. Pour rouler, pour avancer le ballon, situation où le porteur tombe au sol, là ça va, on dit à FPF qu'il peut se relever puis continuer à faire sa progression, pas de trouble. Mais s'il tombe au sol puis il se met à rouler par terre pour essayer d'avancer, on juge que c'est un geste déloyal puis on va siffler le jeu mort à ce moment-là. Ça évite que des joueurs aient peur de s'approcher pour toucher le porteur au sol par peur de se faire blesser ou quoi que ce soit. Donc, tout simplement interdiction de rouler pour avancer. Puis bien sûr, c'est une situation de jugement. Là. Si un joueur tombe et roule en se relevant et c'est tout d'un seul geste, les officiels laisseront le jeu se poursuivre. Arrivée tardive. On a une notion que les joueurs existants d'une équipe ont le privilège d'arriver en retard à tout moment. Qu'est-ce qu'on veut dire par joueur existant? Mais il a déjà participé à au moins une partie pour l'équipe en question et il est inscrit sur la feuille de match pour le roster qui a été soumis au marqueur de points avant la partie. Si c'est le cas, il peut arriver n'importe quand, jusqu'à la fin de la partie, dernier jeu du match s'il veut, il n'y a pas de problème. Autrement, si c'est un nouveau joueur, il doit être présent au début du match et il doit être inscrit sur la feuille de match qui est soumise au marqueur avant la partie. Si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas là au début, qu'il y a un seul jeu qui a eu lieu à date, il ne peut pas participer à ce match-là. Le nombre de joueurs, donc comme Rob a fait allusion tantôt, il faut y avoir au moins 5 joueurs pour débuter le match. Qu'advient-il si on tombe en bas de 5 joueurs après le début du match? Ça dépend. Donc, si on tombe en bas de 5 par blessure, par urgence ou par pénalité majeure où le joueur est retiré du terrain pour 5 jeux, à ce moment-là, on peut poursuivre le match avec seulement 4 joueurs le temps que la situation perdure.
Par contre, si on tombe à moins de 5 joueurs dû à une disqualification, et là, on entend expulsion complète du match et pas seulement que pour 5 jeux. On tombe à seulement 4 et à ce moment-là, l'équipe concernée devra déclarer forfait. Quelques dernières petites clarifications. Nous n'avions pas jusqu'à présent de règlement pour le geste de trébucher. Donc, on a écrit dans le livre de règlement comment traiter ça. Donc, ça va de soi. C'est au moins un contact excessif, sinon une rudesse. Les poches, les arbitres, on a reçu des communiqués de la part de la Ligue et de notre arbitre en chef depuis quelques années sur les différentes interprétations de poches. Cependant, ça n'a jamais été écrit dans le livre de règlement jusqu'à présent. Donc, pour être très clair, les poches sont complètement interdites. Même s'ils ont des zippers, même s'ils sont retournés, le pantalon est porté à l'envers, ou on recouvre les poches de ruban adhésif, c'est proscrit totalement de jouer avec des poches qui soient ouvertes, fermées, zippées à l'envers, etc. Puis j'ajouterais, il est nécessaire de jouer avec un pantalon ou un short. On ne peut pas jouer FPF en culotte. Des plâtres, c'est déjà arrivé. On peut participer à un match d'FPF avec un plâtre, en autant que c'est bien recouvert d'un matériel mou. Les plaies ouvertes, c'est tout simplement sortir du terrain le temps de le recouvrir convenablement avant la reprise du jeu. Règle de clémence, petite clarification. À venir jusqu'à maintenant, pour ce qui est de l'écart de 18 points, il fallait atteindre cet écart-là au plus tard à la fin du temps chronométré. Donc, si on avait un écart de 14 points, on arrive aux 5 derniers jeux et sur le jeu subséquent, on compte un touché et on se rend à 20. Techniquement, selon l'interprétation du livre de règlement, il fallait continuer le match jusqu'à sa fin parce qu'on n'avait pas le 18 au moment de la fin du temps chronométré. Ce n'est plus le cas. Dès qu'on se rend à 18 points ou plus, les 5 jeux ou ce qui reste des 5 jeux et même les tentatives de convertir ne seront pas jouées. Le match sera terminé à ce moment-là. Et le dernier, c'est situation de ceinture illégale. Donc, vous savez sans doute, quand vous faites une longue course, les officiels viennent vérifier votre ceinture et il peut y avoir une situation de ceinture nouée ou quoi que ce soit et qui résulte en une pénalité de ceinture illégale. On n'avait pas de traitement jusqu'à maintenant pour une ceinture illégale sur l'équipe à la défensive suite à une interception. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'il y aura que l'interception sera conservée, mais que la pénalité de perte de 5 verges sera applicable où l'interception a eu lieu, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté pour les règlements. Il y a eu une question qui a été soumise. Combien de jeux de course avons-nous le droit de suite 1, 2 ou 3? Donc, on peut courir sur, en fait, n'importe quel jeu en dehors de la red zone. Donc, ça, c'est la ligne de 5 verges en entrant. Et on peut courir seulement une fois de suite. Advenant le cas qu'on a une deuxième course en ligne, ça devient un jeu de 2 courses en ligne, course illégale, et la pénalité pour ça, c'est perte d'essai. Donc, très simple, une course à la fois. Une course, une passe, une course, une passe, c'est correct. 2 courses de suite, c'est pas correct. Une autre question, peut-on jouer en pantalon long? Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer en jogging, en tracksuit, en autant qu'il n'y a pas de poche, pas de problème. Pantalon long, short, il n'y a pas de souci. S'il y a d'autres questions, on est encore là pour quelques secondes. Puis, je vais en profiter pour vous remercier encore une fois, puis je repasse le micro à Plan.
Merci beaucoup, Jason, et merci à vous, les capitaines et les joueurs qui ont pris le temps de nous joindre ce soir pour cette présentation. J'espère que on a clarifié quelques questions que vous aviez ou que vous avez. C'est grandement apprécié et on vous souhaite une super bonne saison. S'il y a quoi que ce soit, des questions qui vous viennent après que la présentation est finie, vous pouvez toujours nous les écrire à info@flagplusfootball.com ou directement à moi-même à l'adresse robert@flagplusfootball.com. Donc, merci encore une fois et bonne soirée. Ce vidéo va être accessible sur YouTube dans les prochaines couples de minutes. Donc, vous pouvez regarder cette présentation quand ça vous convient et c'est ça. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.